Dans le contexte actuel, les entreprises croulent sous les données qui se multiplient à la vitesse des frameworks JS et se retrouvent ainsi éparpillées dans tout le SI. C'est ainsi qu'intervient l'orchestration de données. En gros, elle permet de centraliser, de transformer, de charger des informations, offrant une vision unifiée de l'ensemble. Au premier abord, Kestra est une start-up française. Mais c'est bien plus. Sa mission est de révolutionner l'orchestration de données grâce à son projet open source. Sur GitHub, la plateforme a déjà conquis des milliers d'utilisateurs, témoignant d'un intérêt marqué pour ses fonctionnalités innovantes. Nous recevons aujourd'hui Loïc Mathieu, non pas sur comment faire une extension Quarkus, mais bien pour nous parler de Kestra. Bonjour Loïc. Bonjour. De quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? De ton dernier livre sur Quarkus et les microservices ou d'autres choses? De ça, certainement, la contribution à l'open source, si c'est un thème qui vous intéresse et peut-être aussi, de de ce que je fais chez Kestra. Donc j'expliquerai ce que c'est Kestra, mais je suis, lead dev chez Kestra et donc c'est une start-up. Donc je pense que c'est intéressant aussi de parler, d'une start-up, française. Ah oui, alors d'autant que ça m'intéresse parce que en fait, le produit que vous faites, en fait, est écrit en Java avec du Quarkus, si je me trompe pas et en fait, Non, non? c'est pas du Quarkus, il est écrit en Micronaut. Tu peux nous faire une petite genèse un petit peu de l'histoire de la société? Puis c'est intéressant de comprendre pourquoi un produit répond à un besoin. Ouais, Kestra a été créé à la base par, Ludovic, Dehon, qui est, cofondateur de la société et CTO, donc c'est mon boss. Heu et donc au départ, en fait, Ludovic était dans une équipe, qui utilisait entre autres Airflow. C'était il y a plus de 3 ans et ça correspondait pas vraiment aux besoins du client chez lequel il travaillait, Airflow. Donc ils ont fait des benches et ainsi de suite et ils ont décidé de créer leur propre solution et donc ils ont créé un orchestrateur de données. Donc Airflow, c'est, l'orchestrateur de données, majeur sur le marché. Et donc c'est là, c'est la genèse de Kestra. Ça répondait à un besoin d'un client. Le client, c'est Leroy Merlin. Et donc Kestra a été créé pour Leroy Merlin par Ludovic. Voilà. Donc ça a été créé en Java parce que c'était le langage qui maîtrisait le plus. En plus, c'était un langage qui était très présent à Leroy Merlin. Et l'intérêt de Java, c'est qu'il y a un écosystème énorme. Et donc, comme vraiment le cœur d'un orchestrateur de données, c'est de fournir des tâches toutes faites pour pouvoir accéder à plein de systèmes de données, c'était très très simple en Java parce qu'on pouvait accéder à toutes les bases de données, tous les brokers, plein de systèmes de data. Voilà. Et en plus, ils avaient besoin d'un runtime qui était hautement performant, qui était très scalable et tolérant à la panne. Et donc, le runtime a été créé au départ en Kafka et Kafka Stream, d'où l'intérêt d'utiliser le langage Java. Voilà. Ça, c'est vraiment la genèse. Après, Kestra a évolué et en fait, Ludovic, on a commencé à communiquer. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle une traction sur GitHub, entre autres. Donc, le projet Kestra a été connu. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça intéressant et ça a tourné un peu sur les réseaux sociaux. Ça leur a permis d'avoir de la connaissance, d'avoir pas mal de stars sur GitHub. Et là-dessus, l'idée est venue de créer une société. Et donc, Ludovic s'est associé avec Emmanuel Darras, qui est un ancien de chez Ankama, donc qui a confondé Ankama. Et donc, ils ont créé Kestra Technologies, qui est la société qui édite donc l'orchestrateur de données Kestra. Ils ont ensuite cherché des investisseurs, fait une levée de fonds, et suite à la levée de fonds, ils ont commencé à embaucher des gens pour créer vraiment un produit autour de Kestra et faire vivre Kestra. Donc moi, je suis arrivé dans la société il y a à peu près 1 an. J'étais le deuxième employé. Le premier plan employé est arrivé une semaine avant moi. Voilà, donc les deux premiers développeurs sont arrivés il y a 1 an et après l'équipe s'est créée voilà, en avril, juin de l'année dernière avec des product managers, des gens au commerce, au marketing, enfin voilà, une équipe pluridisciplinaire qui permettait de créer vraiment voilà, de fournir tous les besoins qu'ont une startup.
Donc le Roi Merlin est ce qu'on appelle notre design partner, hein, donc je l'ai dit, ça a été au départ créé pour eux, et maintenant Orchestra est bien un projet open source. Donc j'avais parlé de Kafka. Kestra a, comme toute entreprise qui doit gagner de l'argent, a une offre d'entreprise avec ce fameux runtime Kafka. Et on a une version open source qui a quasiment toutes les fonctionnalités de Kestra, mais qui, elle, tourne avec un runtime dans une base de données. D'accord, donc une des grosses différences, c'est la présence ou pas de Kafka entre la version entreprise et la version, communautaire, si je comprends bien? Alors dans la version Enterprise, on a aussi tout ce qui est Role-Based Access Control, Oui, le plus Secret classique, voilà, Manager. qui touche la sécurité, les contrôles, ce qui me paraît, toujours d'accord. Parce qu'effectivement, moi, je l'ai testé en version, standalone. Effectivement, quand tu lances ton Docker Compose, tu as un Postgre, tu as, d'autres petites choses qui démarrent, mais j'avais pas l'impression d'avoir vu un Zookeeper ni un Kafka, en fait. C'est ça? Voilà, ouais. Et donc la spécificité de Kestra aussi, c'est il est découpé en microservices. C'est-à-dire que tu peux lancer Kestra en standalone, donc tu as un process et il fait tout. Ou tu peux démarrer séparément les différents composants. Il y a 4 composants majeurs. Il y a un web server, une API. Donc c'est aussi une de nos forces, c'est qu'on peut tout automatiser sur Kestra, puisque toutes les actions passent par une API. Kestra, comme tous les orchestrateurs modernes, il y a une interface utilisateur qui est assez riche, et cette interface utilisateur appelle l'API. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le web server, qui a une interface graphique et l'API. Et après, on a un scheduler qui nous permet de scheduler des tâches et aussi de faire ce qu'on appelle les polling triggers. Donc, par exemple, d'aller regarder s'il y a un fichier sur du S3, si une requête remonte des données et déclencher des flows. Donc, on appelle les workflows des flows d'orchestra, hein. Puisqu'un orchestrateur de données, c'est vrai que je l'ai pas trop dit, mais son but, c'est de définir un workflow avec des tâches, d'exécuter ces tâches. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, on peut déclencher ces workflows, ces flows, via des événements extérieurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est event-driven, ou via du schedule. À côté du scheduler, on a l'orchestrateur qui va vraiment avoir la logique d'orchestration. On peut faire des boucles, on peut gérer les erreurs, on peut faire de la parallélisation. Voilà, on a une gestion d'orchestration assez Vous vous riche. situez où, Et si je me permets, vous êtes, carrément au niveau d'un BPM? Vous faites, de l'orchestration de workflow? Ouais, c'est une question qui c'est intéressant parce que j'ai bien aimé votre produit, je vous cache pas, parce qu'en fait, vous amenez une certaine simplicité à ces outils où d'habitude on fait une différence très forte entre les BPM, les moteurs workflow et même pour certains les state machines. On pourrait, il y a des outils où c'est très marqué les différences et ce que j'ai aimé finalement, c'est dans votre interface, cette notion, les namespace dont tu pourrais, je te demanderai si tu veux bien expliquer. Effectivement, ce côté hiérarchique où tu peux très facilement finalement, avoir une sorte de BPM, je trouvais ça, séduisant, l'interface. Moi j'ai bien aimé en fait ce côté-là en fait, chez vous. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que au départ, vraiment, Orchestra se positionnait sur le créneau des orchestrateurs de données. Donc les orchestrateurs de données, généralement, la plupart sont écrits en Python. Et donc nous, notre spécificité, c'est que on pense que c'est plus simple pour des data engineers, pour n'importe qui, d'aller orchestrer des workflows en YAML. Donc on a un langage descriptif en YAML, donc on est une plateforme descriptive. Parfois, voilà, on se positionne comme le Terraform de l'orchestrateur de données parce qu'on est descriptif. Voilà. Et donc, au départ, c'était vraiment focus data, mais en fait, maintenant, on se positionne un peu comme un orchestrateur universel. C'est-à-dire que si tu peux orchestrer des services de données, tu peux aussi orchestrer des web services, des microservices. Tu peux aussi, en fait, faire du process. Alors après, on n'est pas BPMN. Il y a des choses qu'on fournit pas. Il y a des notions qui sont manquantes. Je suis d'accord. C'est pour ça que je Mais disais en que c'est une version simple de ces outils, mais hyper agréable à utiliser, je trouve. Ouais, voilà. Moi, j'ai fait pas mal de plateformes d'intégration. J'ai travaillé sur des plateformes old school comme des EAI, sur des ESB qui parfois sont BPMN ou pas. Donc, j'ai fait pas mal d'intégration de données avec d'intégration de microservices. Et souvent, en fait, c'est des plateformes complexes
avec beaucoup de configurations qui doivent être faites autour pour pouvoir aller configurer des services, pour pouvoir aller configurer des trucs, des machins. Et puis sur des plateformes où on se retrouve à faire 100 fois la même chose, quoi. Quand j'avais fait une grosse plateforme d'intégration de données, on avait 150 fois du composant qui faisait du map entre du FTP et de la base de données ou des choses comme ça. Et puis à chaque fois, on recopiait les mêmes composants, on bougeait trois trucs, et puis on devait déployer un nouveau composant parce que la config, elle était au composant. En BPMN, c'est comme ça. Enfin, voilà. Et, euh, et voilà, donc on perdait beaucoup de temps à faire des choses qui étaient très rébarbatives. Avec un orchestrateur comme ça, bah, en fait, tu définis ton flow en YAML, tu lui dis, tu te connectes à ce FTP et t'envoies à cette base de données, et c'est un bout de YAML. Tu peux le réécrire, si tu dois le réécrire pour une autre FTP, une autre base de données, ben, tu fais un copier-coller et tu changes ta conf. Voilà, enfin, tu vois, il y en a pour quelques minutes. Ou tu rends le flow générique, puisqu'on peut faire ça aussi, et tu l'appelles avec des inputs différents, puisqu'on a la notion d'input. C'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant d'Airflow. Airflow, c'est ce qu'ils appellent les opérateurs chez eux, si je me trompe pas. Ouais, moi, je suis pas expert orchestrateur de données, je suis pas expert data, mais ouais. C'est un template réutilisable, en fait, voilà, de manière déclarative, en fait. Ouais, alors nous, on avait des systèmes de templates, mais on trouvait que c'était trop compliqué. Nous, notre logique, c'est de dire, bah, en fait, on peut avoir un flow qui réappelle un autre flow. Donc, on a des capacités de trigger qui sont, je pense, assez uniques. Et donc, on peut dire, j'ai un flow qui va appeler un autre flow. Donc ça, c'est une tâche qui va être de type flow. Et on peut aussi avoir un trigger de type flow. C'est-à-dire que tu définis ton flow et tu dis, mon flow, il va se déclencher quand un autre flow est terminé. Ou quand n'importe quel autre flow de n'importe quel namespace. Donc on peut découpler les choses comme ça, c'est assez intéressant. Et donc on va plutôt dire, bah, nous, si tu veux une brique de réutilisation, c'est un flow spécifique que soit tu vas appeler dans ton flow, ou soit qui va être appelé automatiquement. Cette notion d'appeler automatiquement, c'est assez puissant parce que par exemple, tu peux décrire dans Kestra de dire, ben, j'ai mon flow intégration des ventes, par exemple, et mon flow intégration des ventes, il va s'exécuter quand le flow prix sera terminé et le flow stock sera terminé. Et donc comme ça, tu découples. Chaque équipe a ses propres flows, mais tu peux quand même faire des orchestrations très complexes. Et là, vous vous basez sur des events, c'est ce que tu disais? Alors ça, c'est ce qu'on appelle notre moteur de déclenchement événementiel, ouais. Et donc on a des systèmes en fait où tu décris ce qu'on appelle un flow de type trigger avec des conditions. Et notre système de conditions, il va aller regarder un peu tout ce qui se passe et va être capable de définir que les deux événements se sont passés et déclencher un flow. D'accord. Heu, un de vos credos, c'est un orchestrateur qui scale, indéfiniment. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, c'est parce que vous êtes, d'un point de vue architecture voilà, déjà sur une sorte de stack microservices et que vous êtes capable de vous déployer? Ou au contraire, c'est vos tâches d'exécution, c'est vos runners? Voilà. Alors, il y a 2 choses, hein. Alors bien sûr qu'on scale pas indéfiniment parce que personne ne le fait, hein, mais on a une haute capacité de scaling. D'abord parce qu'on est en microservices. Donc comme je dis, le scheduler, l'orchestrateur et le worker, c'est le dernier que j'avais pas eu le temps d'introduire. Donc le worker, c'est lui qui va vraiment exécuter les tâches. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue de sécurité, il y a que le worker qui accède aux services externes. Tu vois. Donc, si tu veux faire un gros déploiement de Kestra, ben, tu peux faire de la séparation de network en disant c'est juste mes workers qui accèdent à mes bases internes, mon interface graphique, mon web server qui est exposé sur Internet ou qui est exposé à des clients, il va pas être utilisé. Donc, tu vois, ça te permet d'avoir aussi Une des, ségrégation par réseau, ouais, d'accord. tout à fait. Donc, seul le worker accède à tout ce qui est externe. Ça, c'est bien. Tu peux scaler ton worker autant que tu veux, en fait, hein. Tu peux définir 10, tu peux scaler 10 fois ton worker si tu veux. L'orchestrateur aussi, tu peux le scaler. Mais généralement, c'est le worker qui exécute les tâches qui a besoin de plus de ressources. Le scheduler dans la version open source, on ne peut pas le scaler. Donc ça peut être un point de contention. Parce qu'en fait, il tique toutes les secondes pour savoir s'il doit scheduler. Donc c'est vraiment ça, il y a un tic toutes les secondes qui est fait et qui regarde s'il y a des choses à scheduler.
pour ça qu'il peut pas être, il peut pas être scalé. Dans la version d'Enterprise, le scheduler utilise un truc de Kafka Stream qui s'appelle du Punctuate, et donc qui est plus ou moins la manière de pouvoir faire du tick, comme je te dis, toutes les secondes, mais répliqué sur tous les threads de Kafka Stream, donc sur toutes les applications Kafka Stream qui sont déployées. Donc tu peux scaler même ton scheduler avec notre runner Kafka. Et l'ordre de grandeur de ce que vous schedulez en prod chez des clients, ça donne quoi? Comme exemple, en fait? Alors, Si c'est possible, hein. là, je l'ai pas en tête, mais on a un de nos plus gros clients, je crois qu'il a 2,5 millions de tâches par mois ou quelque chose comme ça. Les chiffres, je pourrais en donner après. Je pourrais te les donner après si tu veux. Si je reprends la notion de worker, en fait, finalement, c'est la même chose qu'on retrouverait chez GitLab. C'est vraiment des unités à part qu'on déploie, qui peuvent être sur d'autres réseaux, qui communiquent avec le scheduler, et eux, on peut leur appliquer d'autres politiques de droit, de sécurité. Et par contre, en version open source, ça, il n'y a pas de problème, on peut en mettre tant qu'on veut. C'est tant Ouais. que Tu peux le même mettre scheduler. autant d'exécuteurs. Ouais. Mais voilà. Tu peux mettre autant d'exécuteurs qui font la partie orchestration, autant de workers, autant de web servers qui a l'API. Le seul que tu peux pas mettre en plusieurs, c'est le scheduler parce que il a un thread en fait qui va toutes les secondes évaluer tous les triggers. Donc enfin regarder quel trigger il doit évaluer. Et donc ça c'est pas tu peux pas le dupliquer. Voilà. C'est vraiment dans la manière dont il fonctionne. Voilà. Et donc, au niveau des workers, on a même, donc ça c'est une fonctionnalité aussi d'Enterprise, on a la capacité de définir des groupes de workers. Et donc après, tu peux dire, bah, j'ai un groupe de workers US que je mets dans un data center US, un groupe de workers Europe que je mets dans un data center Europe, et puis après aller dire que telle tâche s'exécute en Europe ou en US, ou des workers qui sont spécifiques parce qu'ils ont des accès à des ressources GPU. Donc en Enterprise, on a des capacités plus grandes au niveau de l'architecture qu'on peut mettre en place. Au niveau de tout ce qui est cloud native aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que, puisque tu parles de microservices, vous êtes déjà totalement dans l'esprit cloud native en se déployant sur des clouds, sur Kubernetes évidemment, puisque bon, par défaut, on peut très facilement tester avec du Docker Compose, mais j'imagine que c'est pas ce qui va être utilisé en production. C'est quoi la philosophie aujourd'hui? Donc vous embrassez totalement Kubernetes et on peut complètement tout déployer si on veut sur Kube. Tout à fait, ouais. Donc on a un chart Helm pour déployer sur Kube. On conseille à tous nos clients d'utiliser Kubernetes en production. On a vraiment nos applis sont faits pour tourner sur Kubernetes. On a toutes les probes, on est capable on fait enfin, on s'arrête de manière gracieuse. On a tout ce qu'il faut côté Kafka pour aller rebalancer les tâches quand un worker s'arrête. On l'a aussi d'ailleurs en open source, on a implémenté il n'y a pas longtemps ce qu'on appelle le resubmit des tâches. Donc si tu as une tâche en cours, que ton worker il tombe et il redémarre, il tombe, un autre worker va reprendre les tâches en cours du worker. Donc on est vraiment pensé pour être déployé dans le cloud. Kubernetes étant le plus simple, on a quelques guides pour déployer sur de l'ECS en natif par exemple avec du RDS sur Amazon, mais on conseille plutôt Kubernetes pour ceux qui peuvent. Et on a aussi toutes les tâches pour accéder au cloud, pour accéder à Kubernetes, pour lancer du Docker. Donc ça, c'est aussi une de nos spécificités. Enfin, je sais pas. En tout cas, on est aussi un orchestrateur polyglotte. C'est-à-dire que on a beau avoir plus de 400 tâches qui sont fournies, il y a des moments où une tâche toute simple que tu configures, ça suffit pas. Donc il y a des moments où tu vas vouloir aller avoir un script. Et donc pour ça, on a des tâches de type script. On supporte une dizaine de langages différents, mais bon, on a les principaux, on a du Python, du R, du JavaScript. Après, il y en a pas mal d'autres. Quand tu fais une tâche de type script, tu peux la démarrer dans un Docker. Donc, Oui, j'allais te dire, c'est comment tu gères les runtime. Ça me fait penser à GitHub Action ou GitLab, dans le même cas où ça démarre toujours un conteneur derrière. En fait, on fait du Docker in Docker.
D'accord. C'est-à-dire que, alors, si tu le démarres pas en Docker, on est capable de démarrer du conteneur Docker. Si tu le démarres en Docker, on installe du Docker in Docker qui permet de faire, voilà, de démarrer ton conteneur Docker dans ton worker. Mais tu peux aussi ne pas le faire. C'est-à-dire que tu peux aussi faire du process et démarrer en process natif. Alors ça suppose que ton worker est sur une VM ou un environnement où il y a le runtime associé. Tout à fait, il doit y avoir Python. Donc, bon, avec toute la gestion des dépendances et tout ça, je te raconte pas, Oui, c'est c'est assez bien pour compliqué. ça que c'est pratique que GitHub et GitLab sont allés aussi sur l'autre modèle. Parce qu'en fait, je fais beaucoup de parallèles avec ces deux-là, parce que j'utilise énormément les GitHub Actions et j'en ai fait plein. Effectivement, je vois bien les mêmes problèmes. Il y a quelque chose que tu as dit juste avant qui m'interpelle. Tu m'as parlé de reprise. Reprise à chaud. Donc, si j'imagine qu'il y a reprise à chaud, c'est qu'à un moment donné, il y a un état. Et peut-être que, j'en sais rien, le worker, la tâche était en train d'écrire quelque chose, et que si on veut reprendre le traitement, il faut peut-être récupérer soit un état, soit des fichiers en cours. Et donc ça suppose qu'il y a de l'information qui est partagée. Et c'est le cas, vous le gérez ça? Ou est-ce que, bon, j'imagine c'est à la tâche de la gérer, mais est-ce que vous fournissez, parce que ça j'imagine c'est pas magique, hein, c'est pas possible. Mais par contre, est-ce que vous utilisez les sous-jacents, je sais pas, des cloud providers? Je donne l'exemple où quand j'installais un GitLab précédemment, j'utilisais toujours le blob storage de Google pour avoir l'object storage et pas m'implémenter moi-même un blob storage. Alors, il y a plusieurs choses. Donc bien sûr, il y a pas de miracle, hein. Nous, une tâche, elle est atomique. C'est-à-dire que, tant qu'elle est pas finie, on considère qu'elle peut être redémarrée, qu'elle doit être redémarrée dans son intégralité, hein, parce qu'on peut pas recommencer au milieu d'une tâche. Et vraiment, nous, on est stateless. C'est-à-dire que, il y a sur l'exécuteur, il n'y a pas un flow qui reste en mémoire tant qu'il n'est pas terminé en fait, hein. En gros, l'exécuteur il fait des boucles, il reçoit un message, il reçoit un message, il dit bah tiens l'exécution elle est à tel endroit, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante c'est d'aller demander au worker d'exécuter cette tâche, il envoie un message au worker. Ou l'étape suivante c'est de faire d'appeler en parallèle ou parce que ça c'est de l'orchestration ou de faire un switch, il fait le parallèle, il fait le switch. Ou l'étape suivante, c'est la fin, il arrête l'exécution, il termine l'exécution proprement. Donc tout est stateless, tout est en passage de message et tout est étape par étape. Tu vois, c'est vraiment la manière dont ça a été codé. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut reprendre facilement. Ça veut dire que comme c'est stateless, on a plus de capacité pour scaler, on a plus de performance. Et donc le worker, ben lui, grosso modo, il reçoit une tâche. On sait qu'on a envoyé une tâche au worker. Il exécute. Une fois que c'est fini, on va enlever l'information qu'on a envoyé une tâche au worker. Et donc, tant qu'on n'a pas dit que la tâche en cours elle est terminée, ça va être repris en cas de panne du worker. Donc, comme c'est stateless, il va réinitialiser un nouveau working directory s'il en a besoin, tout réexécuter. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on a de la donnée, elle peut être stockée dans ce qu'on appelle l'internal storage de Kestra. Donc, quand tu fais du standalone, ça va être sur ton disque. Mais si tu alors, je sais plus si notre Docker Compose par défaut il utilise Minio, mais si tu fais du cube, il va démarrer un Minio, ou si tu déploies dans un cloud provider, il va pouvoir faire sur du cloud storage. Et donc c'est là où on va stocker la donnée. Donc c'est plutôt dans du cloud storage. Et comme ça, cette donnée, on va pouvoir la partager entre toutes les tâches. D'accord, il y a une autre chose qui m'a intéressé aussi, que j'avais peut-être pas fait attention, c'est qu'effectivement, vous êtes ouvert aux autres langages de script. D'accord. Parce que je pensais que toutes vos tâches étaient uniquement écrites en Java. Alors, pour la petite histoire, je me suis amusé à écrire une propre tâche. Effectivement, je trouvais ça assez séduisant, puisque vous fournissez un template, on build un jar localement, on le pousse dans le répertoire plugin, on redémarre, et après on peut finalement, comme tu disais, en déclaratif en YAML, l'exploiter. Mais j'avais pas vu le côté effectivement autre langage, parce qu'aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de monde sur le monde Python, et par rapport aux autres outils,
vous situez un petit peu comment, parce que ce monde, effectivement, il est très vaste. Ça va de Zapier, qui est quelque chose de très business, à des orchestrateurs, je vais en citer aucun, mais très legacy, très vieux. Alors, je suis pas celui qui connaît le mieux l'écosystème, donc c'est un peu compliqué, mais effectivement, on est un orchestrateur généraliste parce qu'effectivement on peut faire plein de choses, mais qui a quand même un fort axe data. Donc, nos principaux concurrents sont effectivement des orchestrateurs data et on va être à peu près au même niveau qu'eux, mais avec nos spécificités, justement, qui sont être déclaratifs, mais proposer plein de langages de script quand les tâches suffisent pas. Donc c'est en fait on limite rien, on essaye de rien limiter pour les utilisateurs et offrir vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est pour ça que des gens nous utilisent pour des choses très très différentes. On a des utilisateurs qui font de l'analyse du génome avec Kestra, donc qui vont s'intégrer avec des technologies très 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 spécifiques. Et justement, généralement, ils vont créer des plugins custom. Donc les plugins custom, c'est assez intéressant. Tout le système de Kestra est basé sur des plugins. Et donc les plugins, nous, on va en fournir, je sais pas combien on en a, on doit en avoir 70-80. Les plugins peuvent contenir des tâches, donc une, 10, 100 tâches autant que vous voulez dans un plugin. Mais les plugins peuvent aussi fournir une implémentation de notre storage interne, par exemple. Aujourd'hui, on supporte un storage en fichiers locaux, en Minio, S3, Google Cloud Storage et Azure Blob Storage. Mais si tu veux stocker sur autre chose, bah, tu peux créer ton plugin et tu l'installes dans Kestra. Tu drops le jar dans un répertoire, en fait, où on a une commande pour le faire automatiquement, et tu vas avoir ton propre storage. Plein de choses dans Kestra comme ça sont basées sur des plugins. Théoriquement, tu pourrais même être capable de créer un plugin pour aller rajouter des endpoints à notre API si tu voulais. Euh, tout le système est modulaire et donc ça permet de l'étendre. Et les plugins custom, on a quelques clients qui en font. Ça permet d'aller factoriser des choses que tu fais toujours. Donc il y a deux choses, hein. Soit tu peux aller créer un plugin custom vraiment très très particulier pour toi. Par exemple, tu as toutes tes API, tu as le SDK, tu as des API chez toi, tu as un SDK, bah, tu vas aller créer ton plugin avec le SDK de tes API pour faciliter l'appel. Soit des gens, par exemple, créent des tâches qui étendent de nos propres tâches et pouvoir aller, je sais pas moi, coder une authentification spécifique ou répéter des choses qui font toujours. Voilà, donc ça peut vraiment, c'est très très varié, ou des gens effectivement qui intègrent des technologies qui n'existent pas. Sachant qu'on est très ouvert aux contributions, et donc on a eu quelques contributions de plugins externes de personnes qui disent bah moi dans mon entreprise j'ai besoin de telle techno, on l'a fait et puis ils les donnent à la Ah bah, je vous communauté. cache pas que j'ai découvert votre produit en regardant, en cherchant des orchestrateurs qui pouvaient se connecter avec ServiceNow. Effectivement, c'était comme ça au tout début, en cherchant. C'était sympa parce que pour le client avec qui j'étais, je me posais la question de voir si on pouvait faire un petit plugin pour étendre cette communication avec ServiceNow dans les deux sens, créer des incidents, créer des tickets, tout un tas de choses. Effectivement, c'est peut-être bien si tu peux nous rappeler un petit peu comment on crée finalement en Java, parce que vous proposez un template. Et en fait, ce qu'on disait juste avant, c'est en fait finalement remplir du code dans le template où déjà tout est préconfiguré pour ensuite générer un jar. Ou ce que je ne savais pas, c'est que tu as une commande, tu disais, pour pousser directement le jar. Ouais, non, en fait non, donc ton jar tu peux soit après le copier-coller dans le répertoire de plugins, soit tu peux le déployer dans un repository Maven et après on a une commande qui permet de récupérer depuis un repository Maven le plugin. On réfléchit, hein, un de ces quatre, on aimerait bien avoir des choses un peu plus simples avec des plugins que tu installes depuis lui et ainsi de suite, mais on est une petite équipe, hein, et donc Oui, après, ça pose plein de problèmes sur le. Ouais, après, tu rentres presque dans. c'est un peu compliqué. On va commencer à travailler, faire du rechargement à chaud, des plugins ou des choses comme ça, mais c'est pas dans les tâches qu'on prioritaires aujourd'hui parce qu'on a une petite équipe. Les plugins custom, c'est aussi une des grandes forces de Kestra. Donc, on a un template Gradle ou Maven. Tu tires le template et ça va te créer une tâche et un trigger. Donc, les triggers permettent de déclencher automatiquement un flow depuis un événement externe, hein. J'avais donné des exemples de triggers, par exemple détection de fichiers dans S3 ou des choses comme ça, ou requête sur la base de données. Et une tâche, c'est une tâche. Donc, que ce soit des triggers ou des tâches, c'est une classe simple Java
qui va étendre une classe abstraite chez nous et qui va avoir une méthode. Pour un trigger, c'est evaluate. Pour une tâche, c'est run, je crois. Et donc, là, tu vas avoir un objet qui va être le contexte le run context, donc ton contexte d'exécution de la tâche. Et dans ta tâche, tu vas définir des propriétés. Tu vas définir les validations. Donc là, on utilise l'API de validation de Java. La documentation, c'est du Swagger. Et donc, ça va te générer ta documentation qui va être dans ton interface graphique. Ça va te faire ta validation qui va être validée aussi dans l'interface graphique. Et ces propriétés, c'est celles-là que tu renseignes dans le YAML de la tâche. Et après, dans la méthode run, tu utilises les propriétés et tu génères ce qu'on appelle les outputs si nécessaire. Et après, les outputs, ils vont être mis dans l'exécution. Donc, j'ai parlé un petit peu avant qu'on pouvait stocker de la donnée dans l'internal storage. Donc, ça, tu peux le faire depuis une tâche, bien sûr. Mais une tâche peut aussi retourner des outputs. Les outputs, c'est pas fait pour mettre un giga, même 1 mégaoctet de données dedans, parce que c'est stocké dans le contexte d'exécution. Et ce contexte d'exécution, il est passé plusieurs fois, il passe dans l'exécuteur, il est stocké en base de données. Logique. Mais c'est plutôt pour dire, j'ai une tâche qui va calculer quelque chose qui va être utilisé par la tâche d'après. Par exemple, une tâche qui va dire, le grand classique, c'est j'ai une première tâche qui accède à une base de données, qui regarde, j'ai 3 jobs à créer, à exécuter, et qui ensuite va appeler une autre tâche avec les trois identifiants. D'accord. Donc c'est là où tu peux faire des boucles, des switches, tu as tous les contrôles. Ça, c'est ce que vous fournissez out of the box, en fait. Tout à fait, ouais. Les outputs des tâches servent souvent à ce genre de choses, à des petites données, des identifiants qu'on veut passer d'une tâche à l'autre. Donc tout ça, ça me fait énormément penser au GitHub Action. Il y a un truc, par contre, que j'aime bien, c'est le fait que ça soit un petit peu typé, les inputs, chez vous. Ça, Donc, comme c'est du Java, tout est typé. Donc les inputs sont typés, les outputs sont typés, vraiment tout est typé, toutes les tâches sont typées. Comme tout est typé, on a derrière un JSON schema qui nous permet de valider l'intégralité du YAML. Donc quand tu définis ton flow YAML, tout est vérifié par le JSON schema. Tout est documenté aussi grâce aux informations du Swagger. Et donc la documentation, elle est générée. et donc oui, parce que ça, c'est vraiment ce que je disais. C'est vrai que dans le podcast, c'est dur on n'a pas ce côté visuel, mais de voir effectivement quand tu développes ton propre plugin et que tu as mis ton jar, dans ton interface, quand tu cliques sur le YAML, sur une partie de l'écran, vous rechargez de manière dynamique la doc. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Faut le voir, hein, parce que à expliquer, c'est dur, mais de se dire toutes les métadonnées que vous générez avec les annotations, l'annotation de processeur côté, en fait, on peut très facilement le récupérer et l'afficher dans l'UI. Ça, je trouve que c'est super agréable. Y compris des exemples, en fait, tu peux définir des exemples d'utilisation des tâches et en fait, on peut même aller plus loin. On a d'autres fonctionnalités qui vont un peu plus loin. On a ce qu'on appelle les blueprints, qui sont des flows complets d'exemples. Et on a des blueprints communautaires, il y en a, je sais plus de 100 ou 150, que tu peux rechercher directement dans l'interface et utiliser. Donc, tu cliques et puis tu peux utiliser le blueprint. Et en enterprise, tu peux créer tes propres blueprints Oui, il y a un cas d'usage que j'ai eu souvent chez des clients différents, hein. C'est d'avoir besoin de formulaires où l'utilisateur non technique renseigne ses valeurs, le lance. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle par exemple, dans GitLab, où généralement, quand on lance un workflow, notre premier step, qu'on le fasse en Python ou en TypeScript, c'est pareil, c'était de récupérer les inputs, checker les valeurs, parce que des fois, il y a des cas improbables à tester, des fois, c'est des cas métiers, des fois, on va aller vérifier une valeur. Est-ce que ça, c'est finalement quelque chose que vous voulez aussi développer, ce côté user-friendly pour la saisie de l'information? Parce que du moment que vous typez le chose, après, presque finalement, vous pouvez aller dans l'étape supérieure avec, je pensais à une norme de formulaire JSON Form pour générer des formulaires. Parce que du moment que vous êtes typé, comme tu parlais de JSON Schema, en fait, l'étape après, elle est beaucoup plus facile. Et là, après, tu as un gain mais fantastique pour lancer une exécution, en fait. Alors on a la notion d'input qui permettent de définir des entrées à un flow. Nos inputs sont typés et on va plus loin que le typage puisqu'on peut définir des règles de validation. Donc alors il n'y en a peut-être pas encore pour tout, mais je crois qu'il y en a déjà pas mal sur pas mal de types d'input. Donc sur une chaîne de caractères, tu peux valider via une regex.
Sur tout ce qui est numérique, tu peux donner des bornes min et max. Sur tout ce qui est date, tu peux donner des bornes entre deux. Et donc tout ça, c'est validé. Et donc quand tu remplis ton formulaire d'input, il va refuser de déclencher le flow si ton formulaire d'input valide Et là, pas. tu pourrais développer tes propres règles aussi aujourd'hui pour aller, par exemple, taper un service externe ou c'est finalement dans la tâche elle-même qu'il faut le coder? Non, ça aujourd'hui tu peux pas parce que nos inputs c'est des types finis. Tu peux D'accord, pas voilà, on peut pas avoir de ajouter tes liste autres types dynamique encore. et tu peux pas D'accord. ajouter tes propres validations. Donc si je résume, en fait, aujourd'hui, vous avez un moteur, qui scale bien, basé sur une approche event. Votre cible, tout à l'heure, tu as parlé de la data. C'est vraiment une cible, de data engineer ou pas forcément, en fait, voilà. C'est pour revenir un petit peu au sujet data, parce que vous avez une grande liste de connecteurs. Comment vous voilà, votre marché, comment il se situe vis-à-vis de cette data, Je saurais pas te dire exactement le marché. Au départ, on ciblait plus le data engineer. Maintenant, on s'aperçoit qu'on est utilisé dans des contextes très très différents. Pour ça qu'on est plutôt en train de se définir comme un orchestrateur de données un orchestrateur universel et déclaratif. On a des gens qui nous utilisent pour faire de la CI/CD, par exemple. C'était une de mes questions. On en a de plus en plus qui, justement, en fait, ils sont un peu limités avec les notions de GitHub Action ou GitLab CI, qui sont des logiques sur un seul repo et qui ont parfois où on a du mal à faire des choses complexes et donc qui vont nous utiliser pour de la CI/CD. Euh, donc on cible aussi tout simplement des software engineers en fait, qui veulent avoir de l'automatisation. Il y a des gens qui nous utilisent vraiment très très fort pour la partie scheduler et qui vont nous remplacer des schedulers old school par Kestra qui utilisent de ce fait très très peu de tâches, mais vraiment plutôt les capacités de scheduling. Donc on a vraiment des utilisateurs très très différents. Et c'est aussi assez intéressant. Et on a des gens qui nous utilisent quasiment que pour faire du script Python ou des choses comme ça. Donc là, on est vraiment plus dans de l'orchestration euh, dans de l'orchestration de tâches, mais pas forcément accès data. Donc on a vraiment un peu de tout. Tu as eu vent d'expérimentation avec Dagger. Alors, moi, je connais pas trop Dagger, donc je pourrais pas trop te Tu répondre aurais un là-dessus. autre sujet à vouloir aborder? Orchestra, donc il y a plein de choses très intéressantes, hein. Il faut pas hésiter à tester l'interface. L'interface graphique est vraiment très sympa. Une des forces, c'est qu'on peut tout faire depuis l'interface graphique et depuis l'API. Et donc on a quelque chose qui va arriver, c'est qu'on est en train de créer un SaaS. Donc c'était une de mes missions quand je suis arrivé chez Kestra. Mais bon, au départ, comme il y avait beaucoup de choses à faire, hein, on était une startup, on faisait un peu tout au départ. J'ai beaucoup travaillé pour l'instant sur Kestra lui-même, sur le cœur de Kestra. Euh, et je pense que cette année, je vais basculer un peu plus sur les problématiques de SaaS. Et donc on a travaillé aussi sur tout ce qui est dans les prérequis à créer notre propre SaaS, et entre autres la gestion du multi-tenant. Et donc depuis, c'est sorti dans la version précédente, donc on est capable de gérer du multi-tenant dans Kestra. C'est encore une fonctionnalité d'entreprise, bien sûr. Parce que là, la cible, c'est vraiment les très grosses entreprises qui veulent avoir en fait plusieurs instances logiques de Kestra au sein d'une même instance physique. Donc ça, maintenant, on le fait et ça va être la base de notre SaaS. On est en train de travailler sur une première euh, version alpha en privé. Donc on peut enchaîner sur ma deuxième passion. Donc Alors au tout début, Loïc, quand tu es arrivé, je t'avais lancé sur Quarkus en te trollant un petit peu. Là, tu as récemment sorti un livre aussi. tout à fait, ouais. Donc je suis contributeur Quarkus depuis, ça doit faire quasiment 4 ans, donc depuis un peu les débuts de Quarkus. Euh, c'est marrant parce que je discutais avec quelqu'un que tu connais, Sébastien. Sébastien Blanc? Ouais. Non, Sébastien Ah Allemand. oui, effectivement, il va se reconnaître. Voilà. Et donc, voilà, on avait un petit peu discuté de Quarkus, et quand je lui avais dit de Quarkus, j'avais dit, bah attention, parce que si l'essayer, c'est l'adopter, et si tu commences à faire du Quarkus, tu ne pourras plus rien faire d'autre.
Et donc ça m'est un peu arrivé quand j'ai découvert Quarkus. J'ai vraiment bien aimé sa simplicité. J'ai adoré aussi son approche pragmatique, la grosse communauté et aussi tout simplement le code de Quarkus. C'est-à-dire que j'ai commencé à contribuer assez vite à Quarkus et je me suis aperçu que contribuer à Quarkus c'était assez facile. Le code est très lisible. Il n'y a pas 15 couches d'abstraction qui fait que tu as du mal à savoir où quelle ligne tu dois changer quand tu trouves un bug. Et donc j'ai commencé à contribuer à Quarkus et j'ai même contribué des choses assez importantes à Quarkus. Il y a un moment, j'étais quasiment dans le top 10 des contributeurs. Là, cette année, j'ai été pas mal occupé dans mon nouveau métier, donc j'ai un peu moins contribué. Euh, mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer et de pouvoir collaborer avec Emmanuel Bernard, qui est un des fondateurs du framework, avec avec Stéphane Pardo aussi, parce que j'ai travaillé sur des extensions qu'il avait fait. Et, et bien sûr Clément Escoffier et Guillaume Smet qui sont deux des piliers de Quarkus. Donc ce qui est sympa dans Quarkus, c'est qu'il y a beaucoup de Français. Alors, je citais que les Français, mais j'ai aussi collaboré avec des gens de partout. Donc j'ai pas mal collaboré, contribué à Quarkus. J'ai aussi fait des talks sur Quarkus de ce fait. Donc je suis speaker assez régulier, Devox, DevFest Nantes, DevFest Lille. Euh, et euh, Fort de tout ça, je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre? En fait, quand j'étais petit, je voulais écrire un livre, mais bon, être artiste, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai toujours adoré lire, et donc voilà, je me suis dit, écrire un roman, bon, voilà, faut aussi peut-être avoir les pieds sur terre, c'est peut-être pas si facile que ça, mais d'un autre côté, écrire un livre technique, c'est peut-être plus abordable pour moi. Surtout que voilà, j'ai une bonne connaissance de Quarkus. J'avais écrit une formation Quarkus quand j'étais chez Zenica. Et voilà, j'étais habitué de présenter Quarkus sur des confs ou tout simplement dans des entreprises. Euh, et donc, j'avais cette idée qui me trottait dans la tête. Et j'ai un de mes anciens collègues qui avait écrit un livre pour les éditions Annie, qui sont des éditions françaises à Nantes. Et les éditions Ennis sont des éditions qui sont très très ouvertes à des collaborateurs, à des écrivains non professionnels, hein, comme moi. Enfin, je suis pas professionnel de l'écriture de livres, c'est ça que je veux dire. Euh, et donc ils sont très ouverts à des voilà. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, voilà, des gens qui travaillent dans l'informatique et qui vont écrire des livres pour les éditions Ennis sans en vivre hein, exclusivement. Euh, et, euh, et donc voilà, ils m'avaient dit que c'était assez facile, qu'ils accompagnaient bien les gens, donc je me suis lancé, je leur ai proposé d'écrire un livre sur Quarkus, et donc ça m'a pris à peu près 9 mois, je crois, pour écrire mon livre, qui, alors, à l'époque où j'ai commencé l'écriture, était le seul livre sur Quarkus en français. Je ne sais pas si maintenant il y en a depuis. En tout cas, voilà. Et donc écrire un livre, c'était vraiment un challenge, quoi. Voilà, quelque chose que je voulais faire une fois dans ma vie. Faut savoir que bon, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un exercice qui est très très différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est aussi quelque chose qui est très chronophage, en sachant que quand on écrit un livre avec une enfin, une petite maison d'édition, je ne veux pas dire que Ennis, c'est une très très bonne maison d'édition, mais voilà, c'est pas. Oui, mais tu restes un public de passionnés. C'est vrai que dans le même univers, j'avais lu le livre de Vertex in Action de Julien Ponge. Mm. Il me semble que Clément y était aussi Ouais, ouais, co-écrivain. Et effectivement, ça reste des publics restreints, ce qui est normal. En fait, tu ne touches tout à pas fait. Ouais. Mais c'est au quand grand même des public, maisons c'est d'édition logique. qui font un peu plus grosses, je pense, Manning ou autre. Mais Oui, bon, parce que là, déjà, c'est en anglais, voilà. Mais il y a un gros avantage à avoir aussi de la littérature en français. C'est ça qui est très appréciable.
Tout à fait. Et PNI, ils travaillent avec beaucoup de facultés, voilà, d'écoles en France, et ils ont des abonnements en fait. Il y a des gens qui sont abonnés qui ont accès à tous les livres en format électronique. Donc il y a des choses assez Eni, c'est sympas. ceux qui font les Linux Magazine ou je me trompe? Pas à ma connaissance, mais ouais, ils font vraiment des livres et ils ont quelques vidéos. Ils m'avaient demandé de faire une vidéo de formation, donc c'est des vidéos de formation d'une heure et demie sur Quarkus, mais j'avais pas vraiment eu le temps de travailler dessus, euh, peut-être plus tard. Et aujourd'hui, vous avez la volonté de rajouter un petit morceau de Quarkus dans Kestra, ou c'est deux choses qui sont totalement différentes, puisque là, si j'ai bien compris, c'est Micronote. Bon, donc, Kestra a été créé il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, mais enfin voilà. Au début de Quarkus, oui, Voilà. forcément. Quarkus existait pas encore ou venait de sortir, donc Micronaut a été choisi. Ben maintenant, c'est un peu compliqué parce que tous les plugins utilisent Micronaut. On a pas mal de nos utilisateurs qui ont leur propre plugin, donc c'est compliqué de tout casser. Bien sûr. Et on a quelques customisations sur Micronaut. On a notre propre gestion de class loader pour la gestion des plugins et ça. Donc il y a des choses qui sont un peu complexes. Euh, Par contre, bon, là, je viens de faire la migration Micronaut 4. Ça a été l'enfer. J'ai pas vraiment envie d'en parler. C'était vraiment très très compliqué. D'accord. Donc, je sais pas ce qui s'est passé entre Micronaut 3 et Micronaut 4, mais là où d'habitude, à chaque fois qu'on a changé de version de Micronaut dans Kestra, c'était on change la config et puis parfois il y a deux trois trucs à modifier. Là, c'était vraiment énorme. Et plein de trucs qui marchent pas. J'ai dû ouvrir 10 issues pendant ce temps-là. Donc aujourd'hui, voilà, ce serait trop compliqué de tout migrer. Euh, Par contre, on sait que Micronaut, on ne sait pas comment Micronaut va évoluer. Va évoluer, oui, voilà. Micronaut a un peu changé. Il est parti, le fondateur de Micronaut est parti chez Oracle. Micronaut a été donné à la Micronaut Foundation. Et maintenant, Micronaut est plutôt vraiment axé autour de GraalVM qu'on n'utilise pas. Donc on verra un peu comment ça se passe. Par contre, je désespère pas d'utiliser Quarkus chez Kestra, peut-être pour autre chose que pour développer Kestra lui-même. Donc cette année, on va lancer l'implémentation de notre cloud et je verrai si je vais pouvoir mettre du Quarkus Je dedans. comprends. Oui, c'est tout Ça, c'est l'intérêt. quelque chose dont j'en avais discuté au moment où j'étais engagé, hein. Je dis, bah, c'est quand même vraiment un framework que j'aime beaucoup. Donc on verra. Et dernier petit truc, j'avais trouvé sympa chez vous, mais je l'ai pas testé, je vous avoue, c'est, j'ai vu qu'il y avait un plugin, VS Code. Je sais pas s'il fait, beaucoup de choses ou pas. Moi, Alors, c'était une de mes tâches de 2024 de m'y atteler, suite d'ailleurs à une, conf que Sébastien Blanc avait fait, toujours, haute en couleur comme il sait les faire. Je m'étais dit: «Tiens, c'est sympa que vous le fassiez aussi». Après, j'ai pas regardé exactement ce qu'il faisait. on a un éditeur qui est intégré dans Kestra, et l'éditeur, c'est Monaco Editor. Donc Monaco Editor, c'est plus ou moins, j'ai pas travaillé sur cette partie-là, hein. Je travaille pas trop sur tout ce qui est front-end, c'est pas ma tasse de thé, et je suis meilleur autre part. Et donc Monaco Editor, c'est plus ou moins la même chose que l'éditeur de VS Code. Et donc ça, c'est vraiment l'éditeur que tu as utilisé, qui te fait ton autocomplétion, qui te fait ta validation, qui te donne accès à la doc et tout ça. Donc ça, c'est très très bien. Et donc, ben, certains de nos utilisateurs disaient, ben, moi, mes flows, je veux les développer en dehors de Kestra. Et ensuite, ben voilà, nous, on a une action GitHub. Enfin, ensuite, en fait, tu peux aller les ajouter dans Kestra via le clic Kestra, via une action GitHub, via du Terraform, via du GitLab CI. Enfin, on fournit tout pour automatiser ça. Ah oui, d'ailleurs, tu parles de Terraform, mais c'est hallucinant d'avoir fourni, ça, je trouvais ça sympa, d'avoir un provider Terraform pour ajouter, déclarer les flows, les subflows et ainsi de suite. Ça, je Ouais, trouvais ça sympa. C'est ce que tu disais au début, c'est tout est API, pensez au ouais, tout départ est chez vous. API, donc on a un fournisseur Terraform. On a aussi un plugin Terraform pour faire du Terraform dans Kestra. Donc, Oui, c'est deux choses différentes, voilà. C'est comment tu déploies Kestra et comment tu... Voilà. on a un fournisseur Terraform, effectivement. Et donc, la plupart de nos utilisateurs soit définissent tout leur flow dans l'UI,
soit ils font du Terraform, soit du GitHub CI. On a à peu près les trois. Et on est en train de faire des nouvelles choses aussi. On va avoir une tâche de sync GitHub qui va te permettre de synchroniser un repo GitHub. Et quand tu synchronises le repo GitHub, tu peux, via cette tâche, aller synchroniser tes flows. D'accord. GitHub avec tes flows. Donc Kestra pourra lui-même en fait être sa propre CI/CD. Je reviens à la question parce que je me suis perdu. De VS Code. Ouais, de VS Code. Donc là, en première intention, on avait que cet éditeur, mais qui est très proche de celui de VS Code. Et donc, on s'est dit, nos utilisateurs qui veulent définir leur flow en dehors de Kestra, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas la validation. Alors, on a le clic Kestra où tu peux valider ton flow, mais ils n'ont pas la validation dans l'éditeur. Donc, on a fourni un plugin Kestra qui amenait la validation. Donc, toute la validation du YAML et ainsi de suite. Donc ça, c'était bien. Et l'autocomplétion. Et puis, on a aussi pas mal de nos utilisateurs qui disaient, moi, je voudrais pouvoir aller gérer mes scripts Python en dehors de Kestra, parce que les mettre dans la définition du flow, c'est pas très pratique. Et puis, je voudrais pouvoir... Je comprends là où tu veux en venir, d'accord. C'est pour essayer de ne pas tout avoir dans Kestra et de ne pas inliner tout le code Python, voilà. Ce qui serait immaintenable. En fait. Tout à fait. Et puis aussi, ils disent, voilà, moi, mon script Python, je vais l'utiliser dans 2 flows, ou une requête SQL, et ainsi de suite. Et donc, on a apporté il n'y a pas longtemps la notion de namespace files. Donc, je vais revenir sur ce qu'est un namespace. Un namespace, c'est un peu comme un répertoire, c'est un endroit où on va pouvoir aller mettre tous ces flows pour les ranger. On peut avoir des namespaces pour créer, pour séparer différents environnements, ou pour séparer différents flows d'équipe, ou pour séparer par business unit. On peut faire ce qu'on veut sur namespace. Et les namespaces sont hiérarchiques. Ça veut dire que vous pouvez avoir un namespace product.dev et product.prod, par exemple. Et donc, il y a cette notion de hiérarchie, c'est product, et ensuite .dev, un peu comme les namespaces, les packages en Java. Et donc, les namespace files permettent d'aller stocker dans l'internal storage de Kestra des fichiers qu'on va ensuite pouvoir récupérer dans les tâches. On a un système de templating qui s'appelle Peeble qui permet de variabiliser tous les inputs, et donc on va pouvoir aller charger les fichiers des namespace files. Et l'éditeur des namespace files, c'est un VS Code dans Kestra. Un vrai VS Code web. Et en éditant les namespace files, on peut aussi aller éditer les flows du namespace directement dans ce VS Code web. Donc ça, c'est nouveau. Et ça permet en fait de tout gérer dans Kestra. Merci pour l'explication, je ne l'avais pas vu comme ça. Alors ça, c'est nouveau aussi. Et l'extension VS Code, elle peut aussi faire pareil. C'est-à-dire que dans l'extension VS Code, maintenant, tu peux aller définir des fichiers et tes flows et aller les pousser sur un serveur Kestra distant. Il faut que je teste ça. D'accord. Ouais, donc ça, c'est nouveau. Et donc, il y a encore des améliorations qui vont être fournies. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir tout fournir au sein de Kestra, ou pouvoir tout fournir via des outils d'automatisation. En fait, on veut toujours pouvoir que l'utilisateur puisse faire les deux. Je veux définir mes flows dans Kestra, en dehors de Kestra, mes fichiers script dans Kestra, en dehors de Kestra, et ainsi de suite. Ouais, non, parce que c'est très très pertinent. Moi, j'avais très peur au début de me retrouver avec des flows où il y a tout le code Python ou tous les autres codes de n'importe quel langage au milieu. D'accord. Okay. C'est pas mal d'avoir fait ça comme ça. Okay. Surtout que faire des scripts Python dans des chaînes multilignes YAML, c'est jamais très pratique. Oui, non, je suis d'accord. Et donc l'intérêt, c'est que ce VS Code qui est intégré dans Kestra maintenant, quand tu fais un point paille, il détecte que c'est un point paille et tu fais ta validation de ton script, enfin, il te fait ton autocomplétion et ta coloration syntaxique. Des petites choses à tester, d'accord. Pour finir, donc aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser Kestra, qui est certes écrit en Java avec des langages externes, et les tâches, elles, par contre, que vous fournissez, tous les connecteurs, sont toutes écrites en Java, si par contre je ne me trompe pas. Et tout à fait. Alors, on a certains connecteurs qui sont en fait basés sur du Docker.
Et, donc, ou sur des outils lignes de commande qui sont, enfin, sur du Docker ou du Process, mais ça, c'est parce qu'on fournit un peu toujours les deux, mais sur des outils externes qui peuvent être dans d'autres langages. Mais on doit toujours faire un bridge à un moment entre Java et l'autre langage. Mais par exemple, on fait du DBT, on fait du Singer, on fait pas mal de choses qui sont pas forcément codées en Java. Et sans parler qu'on supporte aussi le CLI d'AWS, le CLI de Gcloud, des choses comme ça. D'accord. Mais on va généralement les intégrer via du Docker. Ben, merci Loïc. En tout cas, c'était, très intéressant. Tu as répondu à certaines de mes questions. J'avais un petit peu joué avec l'outil, mais j'avais pas vu et là, je le vois différemment. Bah, merci beaucoup en tout cas Mais de rien. et bah, je vous souhaite une très belle continuation et Merci. et peut-être à bientôt. Vous avez un sujet technique à nous proposer, un invité à nous suggérer? N'hésitez pas à nous contacter directement par Twitter @K8monkeys. Vous pouvez également nous contacter sur LinkedIn en vous rendant sur la page d'Electromonkeys. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à engager la conversation.